Salut à tous les deux. Salut Pablo. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, les deux Philippe, parce que vous avez le même prénom, vous êtes tous les deux politistes et vous avez publié il y a quelques mois un petit ouvrage aux éditions textuelles. Ça s'appelle Les Tontons Flingueurs de la gauche, lettre ouverte à Hollande, Macron, Mélenchon, Roussel, Ruffin et Onfray. Alors, juste petite parenthèse rigolote, les Tontons Flingueurs de la gauche, moi j'ai cru que ça parlait de vous. J'ai cru que c'était vous, les tontons flingueurs, et que vous alliez flinguer toute la gauche. En fait, non. Les tontons flingueurs, pour vous, ce sont les 6 personnes que je viens de citer. D'ailleurs, ma première question, elle est assez simple. Franchement, mettre ces 6 noms, accoler ces 6 noms et l'accoler au mot de gauche, est-ce que c'est quand même pas un peu gonflé de votre part? Je pense notamment mettre Onfray et Macron, on est en 2000, vous avez publié ce livre au premier semestre 2024. Ça n'a plus trop de rapport avec le schmilblick. Oui, parce que notre perspective est historique. C'est-à-dire que nous avons voulu, disons, depuis les années, disons, 2010, savoir quelles avaient été les contributions au dérèglement de la gauche. Et là, évidemment, il n'y a pas que la gauche qui contribue au dérèglement de la gauche, mais il y a aussi des composantes de gauche. Et tous ces gens ont été à un moment donné à gauche. Macron a été au Parti socialiste et il a voulu utiliser cette étiquette de gauche pendant un temps, le en même temps. Et Michel Onfray a quand même été une des figures intellectuelles principales pendant 15-20 ans d'une aile anarchiste de la gauche radicale. Donc, ce qui est étonnant aujourd'hui, puisque maintenant, il s'est installé comme une figure de l'extrême droite. Donc, l'idée, c'était de prendre des gens qui ont contribué sous des modalités différentes au dérèglement de la gauche, de ne pas les traiter sur le même plan, mais de refuser la vision militante partielle et partiale qui voudrait que le problème soit simplement ceux des adversaires. En fait, la désagrégation de la gauche, beaucoup de gens ont contribué et des gens avec des modalités extrêmement différentes. Et on a voulu mettre en cause ce que Pierre Bourdieu appelait la loi des cécités et des lucidités croisées, c'est-à-dire je vois les problèmes du côté de mes adversaires, mais je ne les vois pas de mon côté. Vas-y, Philippe, tu vas ajouter quelque Oui, chose? oui, d'accord avec mon partenaire, mon collègue Philippe. D'abord, Pablo, on te rassure, on ne flingue personne. Nous, on est là pour expliquer, comprendre, expliquer. Non, les flingueurs sont véritablement ces 6 personnes qui ont joué des rôles. Alors, tout à fait d'accord sur les dérèglements que Philippe pointe. Euh, et on peut ajouter à ça aussi que on pointe vers 6 personnes parce que la politique à gauche est très personnalisée. Et ça, je crois que c'est un problème. Je crois que dans l'introduction, on parle de nous prenons position contre les sauveurs suprêmes. Hein, et c'est effectivement une contradiction au sein de la gauche historique, hein, qui est pas simplement qui ne date pas d'aujourd'hui. On a eu des périodes de culte de personnalité et autres. Peut-être qu'on n'en est pas là pour ces 6 protagonistes, mais euh, il y a une personnalisation qui effectivement est une personnalisation qui s'explique par le jeu politique français de la Ve République et notamment la place qui occupe l'élection présidentielle. Et alors, 6 personnes, effectivement, la liste n'est pas exhaustive. On aurait pu prendre d'autres personnes. On aurait pu. Il y a pas de femmes, par exemple. Il n'y a pas de tata flingueuse. Euh, Ce qui est plutôt bon signe pour elle. C'est-à-dire que euh, on, euh, on se penche sur 6 figures qui effectivement jouent un rôle qui n'est pas. Il ne s'agit pas de dire que leur rôle à chacun d'entre eux est totalement négatif, mais de pointer certains problèmes. Et ben, il se trouve que c'est une affaire d'hommes essentiellement, même s'il y a des femmes à la tête de syndicats, de partis politiques. Ces 6-là sont, je crois, des personnes qui ont joué ou continuent de jouer un rôle dans la gauche important. Et voilà un petit peu ce qu'on a essayé de se faire. Donc, d'essayer de pointer un des problèmes de la gauche, la personnalisation. Nous nous positionnons contre les sauveurs suprêmes et, euh, et pour finalement suggérer que le combat de gauche doit être davantage collectif et démocratique et pluraliste. Hein, ça, c'est vraiment le fil conducteur de ce petit livre.
Nous revendiquons une émancipation à gauche qui passe par plus de pluralisme, plus de démarches davantage collectives et, euh, et démocratiques. Alors justement, je voudrais qu'on se penche plus précisément sur deux de ces tontons, à savoir Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin, parce qu'ils sont aujourd'hui, d'ailleurs, ad hominem, hein, eux-mêmes, comme tu dis, Philippe Marlière, euh, il concentre aujourd'hui une opposition, c'est des bisbilles à gauche, etc. Donc, vous dites, c'est d'un côté l'insoumis autoritaire, ça c'est Jean-Luc Mélenchon, et de l'autre côté, c'est le rebelle fermé au monde, ça c'est François Ruffin. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui éclate au grand jour et de façon assez violente quand même, des deux côtés, que ce soit du côté de Jean-Luc Mélenchon ou du côté de François Ruffin, euh, cette engueulade, on va dire, entre les deux. Quelles sont, selon vous, les racines de ce qui les oppose? Et est-ce que c'est légitime qu'aujourd'hui, avec les mots violents qui sont utilisés de part et d'autre, ils rentrent dans un rapport de force de cette façon-là? Euh, Ce que je pourrais dire, c'est que d'abord, on n'a pas une vue uniquement négative des deux protagonistes dans le livre. On reconnaît à Jean-Luc Mélenchon d'avoir fait incorporer la question de l'écosocialisme dans la gauche et quelque chose de timide, mais le thème de la créolisation. Pour François Ruffin, on tient compte de son expérience de terrain et de la façon dont il saisit les problèmes au sein des classes populaires, des tensions, et notamment les tensions entre les secteurs qui ont un travail des couches populaires et les secteurs qui vivent de minima sociaux, hein, ceux qui sont stigmatisés comme étant les cassos. Bon. Donc, il y a des éléments des deux côtés qui ne sont pas exactement les mêmes, il y a des problèmes qui ne sont pas les mêmes. En fait, bizarrement, ils ont un logiciel commun qu'on va appeler l'identitarisme national républicain. C'est-à-dire qu'ils vont fermer l'identité des personnes sur le territoire national sur une référence à la dimension nationale de la France, avec un certain nombre de référents républicains, une certaine fermeture vis-à-vis du monde, un penchant nationaliste. Et on le voit aussi bien chez Mélenchon que chez Ruffin dans son dernier livre, où la question de la France est centrale. Et notamment, ce qui est étonnant, c'est qu'il prétend répondre aux questions écologiques mondiales, notamment le dérèglement climatique, en insistant sur la question de l'unité de la France. Bon. Et ils ont un modèle qui est emprunté d'ailleurs à Thomas Hobbes dans le Léviathan, qui est que la division, c'est quelque chose qui met le bazar et qu'il faut l'unité et donc il faut aplatir les différences. Bon. Et c'est une façon très particulière et très dommageable de penser la République, alors qu'on pourrait la penser comme Hannah Arendt, comme quelque chose qui reconnaît la pluralité humaine et qui essaye de faire du commun à partir de la pluralité humaine. Donc, ils ont beaucoup de points communs. Là où la controverse aujourd'hui est, d'une certaine façon, pour ma part, dans la controverse, je me situerai plutôt du côté de François Ruffin, bien que je critique leur logiciel commun. Hein, c'est que, évidemment, il y a le problème démocratique autoritaire, hein, de Jean-Luc Mélenchon dans la France insoumise, dans la façon de concevoir la République, et qu'il y a une réaction, disons, démocratique contre cette forme autoritaire. Et donc, on ne peut, quand on a un appui démocratique, que récuser ça, sans accepter les appuis nationaux républicains, le peu d'intérêt de Ruffin pour les questions de sexisme, pour les questions de racisme, etc., la façon dont le modèle d'un essayiste conservateur, Christophe Guilluy, la France périphérique, innerve énormément sa vision du monde. Et Guilluy, c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour aller de schémas de vision du monde qui vont de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Donc il y a beaucoup de critiques à faire à François Ruffin, mais là il y a un problème démocratique à gauche de pluralisme, et là il y a eu un refus, hein, d'une certaine façon, et une campagne assez haineuse de la direction de la France insoumise
qui ne rend pas, disons, extrêmement optimiste sur les possibilités pluralistes et démocratiques dans la gauche aujourd'hui. Alors, Oui, vas-y Philippe. on parle Philippe parlait du logiciel national républicain, ça pourra surprendre certains, notamment qu'on la colle à Mélenchon. Je crois que en réalité, c'est le cœur de sa pensée, de sa démarche politique. Il n'y a pas que ça. Il y a effectivement des inflexions tout au long de son parcours politique, ce qui est logique. Hein, tous les politiques, tous les militants ont des inflexions et changent, évoluent. Chez Mélenchon, la différence, c'est que c'est jamais assumé, c'est jamais expliqué ou reconnu. Il y a le tournant de 2019, hein, où c'est un tournant qui, à mon avis, est un tournant davantage stratégique en termes de changement véritablement de pensée ou d'action politique. Cette stratégie dans le sens où, effectivement, on le voit, c'est maintenant théorisé par les cadres de la France insoumise. Il y avait un blog de Manuel Bompard cette semaine sur le 4e bloc, les abstentionnistes. Donc, qui sont les abstentionnistes? Ce sont des jeunes, essentiellement, et ce sont les jeunes des quartiers, des racisés, minorités ethniques. Donc, c'est son calcul, hein, c'est très clair. Il le dit maintenant. C'est-à-dire, il fait le calcul qu'il y a une base électorale de gauche classique qui lui est acquise. Je pense qu'en cela, il est peut-être un peu... c'est pas tout à fait sûr, étant donné la faiblesse électorale de la gauche en ce moment. Et donc, ils veulent d'une certaine manière, l'élargir vers les abstentionnistes, donc les jeunes, les racisés, espérant donc, en recueillant les voix des deux côtés, pouvoir se qualifier au deuxième tour. Hein. Je crois que c'est là. Donc c'est davantage stratégique qu'un changement de ce qu'il est. Hein. C'est pour ça que le logiciel national républicain, je crois que c'est toujours le cœur de ce qu'est Mélenchon, c'est sa doctrine, c'est sa formation en tant qu'homme et en tant qu'homme politique, qui vient du PS, qui a été très proche. On peut dire que même pendant très longtemps, il était très proche des thèses du printemps républicain, dont on parle ces jours-ci avec la sortie de ce livre d'Aurélien Bélanger, le roman. Non pas qu'il ait été proche sur un plan organique, mais effectivement, il y avait des recoupements possibles. Il était très proche de Charlie Hebdo, de Charb, etc., sur les questions de laïcité notamment. Bon, il y a une inflexion, mais je pense qu'il y a quelque chose ici qui effectivement tournait davantage vers le national. Et je rajouterais, c'est là où avec Philippe, on a un petit peu une petite différence d'analyse, en tout cas dans le choix des concepts que nous utilisons, pourquoi pas, et d'ailleurs nous le disons tout à fait ouvertement dans ce livre. Moi, j'ajouterais que Mélenchon a adopté depuis 2016 un récit que je qualifierais de populiste, un populisme de gauche, sorti directement d'une théorisation, notamment celle de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, où on remplace finalement, il n'y a plus vraiment des luttes de classe, c'est une société stratifiée en classes, mais une grande lutte entre d'une part le peuple et d'autre part les élites. Et Mélenchon l'a théorisé, il l'a dit clairement, hein, il a utilisé le mot populisme, il ne le fait plus, d'ailleurs, parce que ça me semble important. Je crois que depuis 2022, la France insoumise et Mélenchon ont, je crois, reconnu qu'ils ne pourraient pas être hégémoniques à gauche. Donc ils ont besoin de la gauche. C'est pour ça qu'ils reparlent de nouveau davantage de la gauche, alors que la gauche, souvenez-vous, dans les années 2014, 2019, c'était la vieille gauche, c'était la soupe des logos, les partis politiques de gauche étaient dédaigneusement rejetés. Maintenant, Mélenchon revient, effectivement, il a besoin de cette gauche. D'ailleurs, les autres partis de gauche ont aussi besoin de la France insoumise. Tout le monde a besoin de l'autre. Et c'est vraiment ce que la NUPES a été, ce que le nouveau Front populaire sont. C'est avant tout une alliance électorale par instinct de survie. S'il ne s'allie pas, eh bien, la gauche sera en encore plus mauvais état. Donc, il y a quand même ce populisme qui est là. Et ce populisme est important parce que quand on fait du populisme de gauche, on se dirige dangereusement sur le terrain qui est celui traditionnellement de l'extrême droite, qui est aussi populiste. C'est-à-dire, quand on écoute le Rassemblement national, Le Pen, c'est aussi un peuple
des travailleurs, des producteurs, comme dirait le philosophe Michel Feuer, qui vient de sortir un livre là-dessus, producteurs contre parasites. Et donc, les parasites pour le Rassemblement national sont en haut et en bas, les élites transnationales, ce qui est évidemment quelque chose avec lequel la France insoumise pourrait être d'accord, et les élites du bas, c'est-à-dire les immigrés, les étrangers, les musulmans. Évidemment, la France insoumise n'est pas d'accord avec ça. Et ce que je veux dire ici, pour conclure ce point, c'est que ce populisme, qui est encore une fois un outil stratégique de la part de Mélenchon, qui a été mis en œuvre depuis 2016, je crois qu'il n'en est pas sorti, même s'il parle de nouveau de gauche, est quelque chose qui me semble dangereux. Hein, et pas simplement parce que c'est plus marxien et qu'on ne parle plus de lutte de classe, mais finalement, cette quête d'un peuple est très élusive. Intellectuellement, je crois que c'est assez pauvre. Et politiquement, les résultats sont plutôt mauvais parce qu'on voit qu'actuellement, le peuple se tourne, entendu de façon très vague, se tourne plutôt du côté de l'extrême droite que de la gauche, étant donné que le populisme, c'est ça aussi, c'est finalement cultiver sans cesse la colère, le ressentiment, ce que fait avec la stratégie du bruit et de la fureur de Mélenchon et la France insoumise. Et c'est quelque chose qui finalement facilite la tâche à l'extrême droite, parce que c'est son terrain finalement traditionnel et naturel. Est-ce que vous souscrivez tous les deux à la thèse que je vais un peu résumer à la SERP, mais selon laquelle chacun se concentre, vous en avez un peu parlé, hein, mais chacun se concentre sur des parts de l'électorat de façon quasi exclusive. C'est les accusations aujourd'hui qui sont portées par Ruffin à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Il dit, mais tu en as un peu parlé, Philippe Corcu, dire, bon, bah, il se concentre que sur les jeunes et les quartiers populaires. Et puis, mais en vérité, François Ruffin ferait un peu la même chose en ne s'occupant que des ouvriers blancs des territoires désindustrialisés. Et cette façon de se segmenter, puis en fait, on pourrait augmenter aussi. Hein, on pourrait dire, bon, bah, les Verts, eux, ils s'occupent que des centres-villes urbains. C'est là qu'ils font leur meilleur score, etc. Est-ce que cette façon d'envisager aussi la politique par l'intermédiaire de parts de marché, n'empêche pas aussi la gauche de porter un projet pour la France en général, voire pour le monde, hein. Oui, alors c'est lié au fait d'un effondrement de ce qu'on appelle dans le livre un imaginaire de gauche. Un imaginaire de gauche, c'est un ensemble à la fois d'affects et de repères d'analyse, d'analyse de la raison, mais aussi des dimensions plus intimes, qui va donner un sens global à des engagements, à des formes d'action. Cet imaginaire et avant, il y avait la professionnalisation politique qui générait des concurrences, des divisions, etc., des ambitions personnelles, etc. Songeons à Mitterrand, hein, c'est une ambition personnelle de présidentialisation, hein, et qui parcourt tout sur un long temps, mais il est obligé de le faire dans le cadre de l'imaginaire commun. Et là, il y a une différence. C'est pas tellement, évident, les divisions, le problème. C'est pas la professionnalisation politique et les intérêts. C'est pas le fait que ça se pense de plus en plus sous le mode de marché, mais c'est aussi que le cadre commun de l'imaginaire a disparu et que c'est un élément très important à reconstituer. Qui a reconstitué récemment ça? C'est justement la cérémonie des JO, dont on pourrait dire que c'est un bout de l'imaginaire possible de la gauche d'une société pluriculturelle. Hein. Mais on voit bien que les organisations politiques, les militants, etc., ne sont pas en capacité d'agir sur cette forme. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste, disons, une compétition électorale autour d'ambitions présidentielles, sans ce cadre, et chacun va avoir des bouts. Et à un moment donné, tactiquement, tout en restant dans le cadre de son logiciel national républicain, la France, avec des repères républicains qui doit être unis, et dès qu'il y a des différences, c'est une division. C'est toujours le cas de Mélenchon, c'est le cas de Ruffin aussi. Donc il y a ce logiciel, mais Mélenchon s'aperçoit à partir de 2019, peu à peu,
que au début, c'est un fait qu'il ne maîtrise pas, mais qui a un effet d'un certain nombre d'actions. Bon. Mais après, il y a les sondages, hein, les premiers sondages post-électoraux, etc., qui montrent que les points forts de l'électorat de la France insoumise sont les jeunes, et pas tous les jeunes. Hein, les étudiants principalement, pas forcément les jeunes blancs, des classes populaires. Donc il faut segmenter à partir des jeunes. Hein. Bon, il y a quand même un secteur important parmi ceux qui votent, des jeunes, disons, des classes populaires blanches qui votent au Rassemblement national, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis l'électorat musulman, qui s'est rendu compte que dans le climat, disons, de diabolisation des musulmans de l'espace public en France, il y avait quelqu'un qui disait quelque chose de différent à partir de 2019. Hein. Bon. Donc, ça s'est fait, il y avait un secteur électoral. Bon, François Ruffin, a travaillé par rapport à son enracinement autour d'Amiens, etc. Et c'était plutôt le modèle de la France périphérique, avec, disons, le secteur populaire ou couche moyenne, blanche, du secteur périurbain ou rural. Bon. Et voilà. Et donc, on a ces deux éléments qui sont enracinés. Ruffin fait semblant de dire qu'il faudrait le lien avec l'autre côté, mais c'est jamais quelque chose qui est rentré complètement dans son logiciel. Hein. Bon. Et puis, du côté de Mélenchon, on dit qu'il n'y a pas vraiment de problème. Hein. On nie cette dimension et même les traces que rapporte Ruffin de racisme de classe de Mélenchon, de propos à l'égard des classes populaires blanches dans le Nord. Bon. Alors, donc, et là, il y a une concurrence. Bon, et on pourrait évidemment faire pour les Verts, etc. Donc, mais il manque le liant. Le liant ne vient pas du programme. On s'est obsédé par la question du programme, mais des programmes, il y en a plein, etc. Le liant ne vient pas du programme. Il vient de ce que moi j'appelle un imaginaire commun, qui renvoie aussi au cinéma, à la chanson, etc. C'est ce que Philippe Marlière appelle aussi un récit commun. Et c'est ce cadre global qui manque et qui permet l'accentuation de divisions, de concurrence, etc., qui existaient avant, mais là qui ne sont plus cadrés par cet imaginaire commun. Oui, je suis tout à fait d'accord, et on conclut d'ailleurs le livre sur ce constat. Hein. La question, parce qu'on en a beaucoup parlé, notamment avant chaque élection présidentielle, on se dit, voilà, unité organique, le programme. Hein. Certains partis de gauche disent, on a un bon programme, donc ça va marcher. Non, je ne crois pas que le programme, aussi bon soit-il, et l'unité organique soit le nec plus ultra ou la recette, hein, pour que la gauche redevienne dominante et puisse de nouveau finalement gouverner, réformer, etc. C'est pas la priorité. D'abord, l'unité organique, la gauche n'a jamais été historiquement n'a jamais été unie, et je crois que ça c'est pas demain qu'elle le sera, et il faut l'accepter, il faut vivre avec. On voit que dans des périodes de grandes difficultés, d'adversité, elle sait s'unir. Hein, il y a un instinct de survie, la NUPES, puis maintenant le nouveau Front populaire. On peut s'attendre à ce que le nouveau Front populaire éclate si la gauche ne gouverne pas d'ici quelques temps, mais elle se reformera. Et finalement, c'est ce qui importe. Le programme, je crois que le programme actuel, il a ses lacunes, ses défauts, mais c'est un programme social-démocrate radical, euh, avec, euh, avec un contenu environnemental, avec plein de choses intéressantes dedans, avec probablement un volet international très faible, mais ça, justement, c'est le reflet aussi des désaccords sur ces questions au sein de la gauche. Un point qui finalement est important, c'est qu'il y a des désaccords politiques, c'est pas simplement des questions de stratégie ou d'inimitié entre personnes, ça existe, et ça joue un rôle dans le manque d'unité à gauche, mais je pense qu'il y a aussi véritablement des différends politiques. Je voudrais ajouter un point à ce qu'a dit Philippe, c'est que la stratification de l'action de la gauche, qui est finalement quelque chose qui est dommageable à la gauche entendue comme un bloc qui peut entraîner différentes classes sociales, parce qu'il faut entraîner différents fronts, classe populaire, classe moyenne, et peut-être au-delà même, pour être majoritaire. C'est le reflet en quelque sorte de sa faiblesse politique et électorale.
C'est un point qu'on n'a pas encore évoqué, mais jamais la gauche n'avait été, depuis en tout cas début de la Ve République, n'avait été aussi faible. 28% et 25% au premier tour de l'élection législative pour le Nouveau Front Populaire, 28% ou 25% au deuxième tour. On compare ça au Rassemblement national qui seul fait 33% au premier tour et 37% au deuxième tour. Il y a quand même là quelque chose d'assez glaçant et d'assez inquiétant. La gauche est dans l'opposition depuis, si on considère qu'elle était au pouvoir jusqu'en 2017 avec la présidence Hollande, et dans l'opposition depuis 7 ans, et elle n'a pas, elle reste scotchée à ces 30% à peu près. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc je crois que parce qu'on est faible sur un plan électoral, parce qu'on n'a pas d'audience politique, eh bien on a tendance à stratifier. Hein. C'est très clair, on l'a décortiqué tout à l'heure, Philippe et moi, sur la stratégie de Mélenchon depuis 2019. C'est ça. Il va chercher des parts de marché électoraux ailleurs, là où il n'a pas de rivaux, il n'a pas de compétition. Hein. Personne à gauche n'est capable de faire ce qu'il fait en ce moment. Donc ça, c'est tactique, stratégique, c'est électoral. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que tout ça c'est cynique, qu'il n'y a pas de conviction. Il peut y avoir de la conviction dedans, mais il y a aussi beaucoup de stratégie et de calcul. Donc je suis d'accord avec Philippe, l'imaginaire est quelque chose qui paraît vague, et mais qui en politique, et avec aussi l'incarnation, et finalement, puisqu'on met dans notre titre le nom de 6 dirigeants, il y a une question d'incarnation et d'imaginaire à gauche, hein, les deux en même temps. Je crois que jamais la gauche avait été aussi, je dirais, faiblement incarnée. Je suis désolé pour les dirigeants de gauche actuels, ce qui ne veut pas dire que ce soit de mauvaises personnes, incompétentes, etc. Mais il y a véritablement, par rapport aux générations devancières, il y a un problème d'incarnation, et c'est très important dans une démocratie où on vote sur des personnes, a fortiori dans ce système politique français si personnalisé, avec de la Ve République et de l'élection présidentielle. Et problème d'imaginaire, effectivement, comme si en quelque sorte, moi je m'intéresse beaucoup en ce moment au Rassemblement national pour comprendre ce qui ne va pas à gauche. Et il me semble que le Rassemblement national a créé un imaginaire de Français, travailleurs, qui est doublement sous pression. La pression, je l'ai dit tout à l'heure, d'en haut et d'en bas, les élites transnationales et les immigrés, les musulmans, ces immigrés, ces étrangers qui non seulement viennent engorger, selon l'expression, les services publics, viennent prendre le travail, mais aussi qui viennent menacer un style de vie. Hein, on le voit, euh, toutes les études sociologiques de terrain sur le Rassemblement national le montrent, c'est ça. Donc Le Pen adroitement, tout en jouant évidemment sur du velours et sur un discours xénophobe, voire raciste, eh bien, parvient à créer cette unité, redonner une forme de fierté qui, je crois, était perdue à gauche. Qu'est-ce que c'est qu'être aujourd'hui de gauche? Souvenons-nous de la être communiste dans les années 50-60. Il y avait une fierté d'être dans le parti, à qui certains cadres, certains intellectuels en devaient beaucoup. Il y avait une unité, et il y avait une identité également, qui, je crois, était perdue. Donc ça fait beaucoup de choses à voir, incarnation imaginaire. Et un autre point, il faut aussi, et ça c'est un problème qui cette fois-ci davantage structurel, c'est que la gauche aujourd'hui, très faible électoralement, je l'ai dit, mais aussi c'est une succession de petits partis. Il y a plus grande partie de gauche. Alors, certes, la France n'a jamais été la Scandinavie ou le Royaume-Uni ou l'Allemagne avec des grands partis sociodémocrates de masse, mais là, je crois qu'on a touché vraiment le fond. Les partis demeurent des instruments nécessaires pour mener, non seulement pour mener des campagnes, mais aussi pour localement, entre les élections, être présent. Et c'était la tâche de la gauche d'être localement présent. Dans certains cas, notamment dans les zones rurales, elle ne l'est plus. Donc il y a aussi à mettre en chantier, je crois, l'idée de former un parti qui soit, à condition que ce parti soit évidemment ouvert à tous, toutes les traditions de gauche, radicaux, modérés, féministes, environnementalistes, sociodémocrates,
Et évidemment, on en parle. C'est un travail énorme, mais je crois que l'un des problèmes de la gauche actuellement, c'est une succession, une constellation de petits partis, et aucun d'entre eux ne domine. Alors, moi, je ne suis pas pour qu'il y ait un retour à une forme d'hégémonie, ce qui est l'hégémonie PS des années 80, qui n'a pas fait de bien à la gauche, surtout quand ce parti virait à droite. Mais je crois qu'il y a une impuissance aussi à gauche avec cette organisation gazeuse qui a certes des supporters, mais qui n'a pas de membres officiels, où il n'y a pas de démocratie. Et puis tous les autres partis de gauche sont des petits partis. Ça, c'est très clair. Donc, comment porter un imaginaire au niveau national quand on est une petite formation? J'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. Est-ce que vous pensez que pour dégager un imaginaire, comme vous l'appelez tous les deux de vos voeux, il faut dégager les 6 incarnations justement de cette gauche? Est-ce que c'est là que ça bloque ou est-ce que c'est juste un symptôme, enfin, ils sont tous les 6 un symptôme de ce qui ne va pas? Euh, D'abord, il y a, je rebondirai sur ce qu'a dit Philippe sur l'imaginaire du Rassemblement national. C'est que l'imaginaire du Rassemblement national est encastré sur la question du ressentiment. Et l'aspect positif par rapport au ressentiment qui est négatif, c'est la nostalgie de quelque chose que personne n'a vraiment connu, une France éternelle, etc., etc. Donc il y a éventuellement la nostalgie comme projection. La grande difficulté pour la gauche, et c'est là l'erreur aussi bien, disons, de Mélenchon que de Ruffin, hein, c'est qu'à trop insister sur la colère, le ressentiment, la haine des ultra-riches, etc., on est dans un registre qui est trop proche de l'extrême droite. Alors que le problème de l'imaginaire à gauche, c'est de se projeter dans du positif, ce qu'on appelait l'émancipation. Et c'est ça qui manque, parce que si on reste dans le ressentiment, on va finir par faire travailler la machine, disons, de l'extrême droite malgré soi. Bon. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de reconstruire un imaginaire à gauche que pour l'extrême droite, à cause de ce besoin de se projeter sur une possibilité d'émancipation individuelle et collective. Bon. Et qui passe par l'émancipation, ce qu'a dit Philippe, aussi quand on construisait des partis, quand il y avait une vie locale des partis, et ben, dans la lutte et dans les partis tels qu'ils étaient, le Parti communiste ou le Parti socialiste dans les années 70, eh ben, on se projetait déjà, on avait déjà un processus d'émancipation individuelle dans ce processus. Donc c'est quelque chose de très important. Alors, nous, c'est des symptômes. Le problème des 6 personnes, et évidemment, on a pris 2 personnes qui, l'une est complètement à droite maintenant, Emmanuel Macron, et l'autre est complètement à l'extrême droite, Michel Onfray. Mais c'est important sur les dérèglements confusionnistes de l'espace politique aujourd'hui de les avoir pris, parce que c'est ça l'évolution des dérèglements idéologiques aujourd'hui. C'est que les autres, c'est des symptômes et c'est des agents qui développent les choses. Alors, on ne dit pas nécessairement qu'il faudrait qu'ils disparaissent. Pour les plus jeunes, on peut penser qu'ils peuvent se transformer. Pour les plus anciens, et je pense à Jean-Luc Mélenchon, ça va être très difficile. Et donc, on voit bien qu'il y a un obstacle particulier, parce qu'il y a une inertie, parce qu'il y a une difficulté à prendre au sérieux les problèmes qui se posent de Jean-Luc Mélenchon, qui est vraiment en bout de carrière, qui devrait être depuis longtemps à la retraite, selon les critères, disons, de la fonction publique, simplement française. Donc voilà, il ne s'agit pas de les dégager tous, c'est des symptômes et des agents, et il y a certains qui sont encastrés, disons, à cause de l'âge et de l'ancienneté, dans des rigidités qui fait qu'on voit mal comment ils pourraient se transformer. Philippe, le mot de la fin? Oui, je suis d'accord avec Philippe, effectivement. C'est pas les 6, hein, il y en a il y en a au moins 2 qui sont en jeu, puisqu'ils sont à droite, voire à l'extrême droite. Mais pour les 4 autres, chacun a un rôle à jouer, simplement pas peut-être le rôle qu'eux-mêmes entendent jouer. Hein. Je pense que si on a de nouveau une candidature Mélenchon en 2027, je crois que ça va être un problème. Parce que on ne vit pas sur de très bons résultats
électoraux, ceux de Mélenchon 2017-2022, très bon résultat, il a manqué de peu la qualification. Et on ne vit pas, ce ne sont pas des acquis permanents, éternels. La politique, la roue tourne et il y a les choses évoluent, les situations évoluent, les personnes évoluent elles-mêmes. Et je crois que ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir comment, à travers la personne de Mélenchon, mais aussi de la stratégie de la France insoumise, il y a une diabolisation de ce mouvement. Une diabolisation que tous les sondages enregistrent sur les questions. Est-ce que ce mouvement représente un danger pour la démocratie, qui peuvent paraître, pour ceux qui sont, pour les personnes de gauche, notamment pour ceux qui sont les insoumis, quelque chose d'absolument absurde et injuste. Mais les faits sont là. Il y a véritablement eu un changement depuis 2022. Donc, je pense que cette diabolisation de la France insoumise et de Mélenchon en particulier rejaillit en négatif sur la gauche. C'est ça aussi le problème. Ça, il faut en prendre compte. Alors nous, on est des politistes. Notre rôle, c'est pas de dire il faut dégager Mélenchon et tout ira bien. Ça serait, si c'était la solution, on le dirait fortement. C'est la solution que lui-même un temps a préconisée, hein. Oui, oui, là-dessus, il se contredit. Ça fait longtemps qu'il dit qu'il ne ferait qu'une campagne, puis deux, et puis maintenant, je pense qu'on est parti pour une quatrième. Et je pense que celle-ci va être différente des deux précédents, parce que maintenant, en 2012, il est inconnu, en 2017, il commence à être connu, maintenant il est trop connu. Et être trop connu devient un problème, parce qu'effectivement, il y a un rejet de sa personne. Il y a aussi un rejet de la stratégie, on en a parlé de la France insoumise. Je crois que la stratégie du bruit de la fureur est vraiment contre-productive. Et là-dessus, Ruffin dit des choses très justes. Hein. Il faut rassembler la classe ouvrière, il faut rassembler les classes populaires, qui sont diverses. Et ce n'est pas de cette manière qu'on y arrivera. Euh, donc ça, c'est un premier point. Alors maintenant, effectivement, ce serait bien d'avoir une incarnation nouvelle, rajeunie, féminisée, ça, effectivement, ça serait l'idéal. Mais ça se travaille. Pour terminer, c'est à titre personnel, on pourrait imaginer l'organisation d'une primaire à gauche, à condition de la faire suffisamment avant pour que le ou la candidate investie soit vraiment une candidate identifiée représentant le bloc de gauche, et qu'elle soit totalement ouverte aux électeurs de gauche. Hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les partis politiques ne tripatouillent pas le résultat, une vraie primaire ouverte, comme ça a déjà existé, je crois, lorsque Ségolène Royal avait été choisi pour le PS. Sauf que ça ne concernait que des candidats socialistes. Là, il faudrait vraiment une primaire de tout le monde, et ceux qui ne veulent pas y participer, eh bien, libre à eux, et se mettent en dehors de ce mouvement de convergence à gauche. Alors tout ça, ça peut paraître comme des rustines, hein, parce que la situation est compliquée, mais si on ne fait rien, ce qui a toujours été le cas jusqu'à présent, eh bien on sait ce qui va se passer. On va avoir 4 ou 5 candidats de gauche, et puis on va avoir un Mélenchon qui part très bas, ce qui montre qu'il ne suscite pas l'enthousiasme, mais qui les courbes s'inversent parce que les autres, finalement, n'inspirent pas du tout. C'était le cas en 2022. Et puis, il y a un vote utile. Les 22% de Mélenchon, ce n'est pas 22% d'un vote d'adhésion, c'est un vote en large partie utile, c'est-à-dire des électeurs de gauche qui sont désespérés et veulent que la gauche soit au deuxième tour, donc votent pour lui. Et je pense qu'il y a un malentendu si de nouveau la gauche repart sur ces bases, sans faire de travail politique, sans penser à l'ébauche d'un grand parti, comme je l'ai dit, et sans se donner les moyens d'avoir un ou une candidate véritablement identifiée comme représentant l'ensemble de la gauche, mais il faudrait que ce soit quasiment un an avant l'élection, donc il n'y a plus beaucoup de temps, eh bien, effectivement, j'ai bien peur qu'on reparte dans le cas de figure de 2017 et 2022, c'est-à-dire l'élimination de la gauche premier tour. C'est sur ces mots un peu déprimants. Mais nous n'en sommes pas là. Mais nous n'en sommes pas là. Il y a toujours le moyen de changer le braquet de sens. Bah, merci beaucoup à tous les deux et je recommande à tout le monde ce petit livre qui, en plus d'être intéressant, est très rigolo à lire. Merci beaucoup. Merci. Merci Pablo.